Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Donc, comme vous l'a dit Judith Cornel-Kissous, je suis médecin légiste, plus précisément à l'UMJ de Pontoise-Gonesse, sur le site de Gonesse, dans le Val d'Oise. Je suis également médecin de santé publique, addictologue et secrétaire général de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, également membre du conseil d'administration de l'Amicale du Nid. Donc je suis désolée, il va y avoir un petit peu des redites par rapport à ce qui vous a déjà été dit, mais ça sera peut-être l'occasion de fixer. Donc c'est possible, Marion, d'avoir le PowerPoint? Super. Alors, avant ce fameux arrêté, qu'est-ce qui se passait? On avait donc ce fameux certificat qui était génériquement le certificat de non-excision, qui concernait aussi bien femmes, petites filles, adolescentes, donc les mineurs et les majeurs. Il était établi, comme on l'a vu, par tous les médecins, donc ça pouvait être des généralistes, des spécialistes, des gynécologues, des légistes. C'était un petit peu tout le monde qui pouvait faire ce certificat. Et donc ce qui expliquait qu'on avait une grande disparité, une grande hétérogénéité de ces certificats, et ça allait du meilleur au pire, ce qui est expliqué par la formation. Alors il faut savoir que comme tous les types de violences faites aux femmes, il n'y a pas de formation concernant l'excision au cours du cursus de médecine générale. On n'apprend pas ce que c'est que l'excision, on n'apprend pas à les diagnostiquer, on n'apprend pas à les reconnaître, on ne sait pas comment on les répare, on n'apprend rien du tout sur l'excision au cours de nos 6 années d'études de médecine générale. Pour la médecine spécialisée, c'est la même chose. Pour les médecins légistes, c'est la même chose, que ce soit le DESC ou la capacité de pratique médico-judiciaire. Donc autant vous dire que la majeure partie des médecins légistes exerçant en unité médico-judiciaire aujourd'hui, la grande majorité ne sait pas ce que c'est qu'une excision. Et je crois que pour les gynécologues, il y en a aussi pas énormément qui... un petit peu, d'accord. Mais en tout cas, pour la très grande majorité des médecins, on n'a pas appris ce que c'était qu'une excision. Et pour l'expérience, c'est également extrêmement variable, hein, puisque ça dépend où vous exercez. Si vous êtes au fin fond de la Bretagne ou de l'Aveyron, vous n'en aurez pas vu beaucoup passer, beaucoup moins que si vous êtes en Seine-Saint-Denis, par exemple, ou dans le Val d'Oise. Donc ça explique cette hétérogénéité des certificats produits par les médecins. Il n'y a pas de modèle, pas d'uniformité. Donc vous avez des certificats qui sont très descriptifs, qui vous expliqueront ce que le médecin a constaté, ablation du clitoris, des petites lèvres, etc., compatible avec une excision de type 2. D'autres qui mettront pas d'excision constatée ce jour, point. On ne sait pas ce qu'ils ont vu. Et donc, effectivement, comme vous disiez, Madame Pegliasco, c'était un petit peu déroutant de se retrouver avec cette grande disparité dans les certificats. 6 constats d'excision sur mineurs, il y avait un certain nombre de médecins n'ayant pas été formés. Effectivement, il y en a qui savaient ce qu'il fallait signaler, il y en avait d'autres qui ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Pour la prise en charge de ces certificats, donc il y avait la prise en charge financière de ces certificats, ça dépendait de la couverture sociale de la patiente. Pour l'arrêté du 23 août 2017, l'article 4 permet de fixer l'auteur du certificat, le lieu de la réalisation du certificat et son financement. Donc, comme il vous a été dit, c'est un médecin légiste et ça se fait en UMJ. Donc, ça précise plus précisément que le médecin qui réalise ce certificat doit être inscrit au tableau de l'ordre des médecins, qu'il doit être titulaire d'un diplôme ou d'un titre universitaire en médecine légale reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins ou d'un droit d'exercice en médecine légale, et qu'il doit exercer une fonction médicale au sein d'unités hospitalières spécialisées dans la prise en charge médico-légale du vivant, c'est-à-dire une unité médico-judiciaire. Voilà, donc c'est dit, c'est fait, c'est effectivement un médecin légiste qui exerce dans une unité médico-judiciaire.
Voilà, donc ça restreint complètement la possibilité du type de médecin qui peut faire ce certificat médical. Pardon ? Pour les mineurs. Pour les mineurs. On parle des mineurs depuis tout à l'heure. Alors, la liste d'établissements, comme vous l'a dit Madame Pegliasco, est fournie dans le courrier de l'OFPRA. C'est défini par l'article 3 du fameux arrêté. Je dois préciser que malheureusement on est dans la réalité et pas dans un pays où tout est idéal. Donc en Île-de-France, on a la chance d'avoir une unité médico-judiciaire par département. Sur la Val d'Oise, on a même la chance d'avoir une UMJ bi-site, ce qui n'est pas le cas de tous les départements. Et malheureusement, on n'a pas une UMJ par département dans toute la France. Donc il y a des départements où vous n'avez pas d'unité médico-judiciaire et vous êtes obligé d'aller dans le département d'à côté. Donc ça répond aussi à une question qui était posée, de savoir pour certaines patientes le trajet qu'il allait falloir faire pour avoir bénéficié de la consultation UMJ, il va falloir faire un sacré trajet. Le financement, donc comme vous l'a dit Madame Pegliasco, est réalisé par l'OFPRA. Donc normalement, les unités médico-judiciaires sont faites sur des financements justice. Donc là, il va y avoir certainement un ajustement par rapport à ce financement-là qui n'est pas encore tout à fait encore en cours de réalisation. Pour la vérification du service fait, parce que habituellement en unité médico-judiciaire, donc nous sommes financés par la justice, et pour attester du service que nous rendons et ensuite pouvoir être payés, nous fonctionnons sur réquisition médico-judiciaire. Donc les réquisitions émanent soit du commissariat de police, soit de la gendarmerie, soit du procureur. Et c'est cette réquisition qui atteste du service que nous avons rendu, et lorsque nous produisons les réquisitions, nous pouvons être payés. Donc là, il n'y a pas de réquisition médico-judiciaire. Donc cette fameuse attestation dont vous a parlé Madame Pegliasco, ce sera la preuve que nous avons effectué ce service, que nous avons consulté la mineure, et cette attestation, nous la renvoyons effectivement à l'OFPRA et sera la preuve que nous avons effectué la consultation auprès de la mineure. Donc c'est l'annexe 2. Donc je vous ai mis les annexes, après vous pourrez les voir si ça marchait, et détaillé à l'article 7 de l'arrêté. Et comme il vous a été précisé, elle ne contient aucune information médicale. Le certificat médical type 1, donc il est dans l'annexe 1 de l'arrêté, je vous l'ai mis aussi après pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc précise le service dans lequel il est réalisé, donc dans quel UMJ a été faite la consultation, donc bien sûr avec le nom du médecin qui a réalisé la consultation. Si l'examen a été réalisé ou s'il a été refusé. S'il a été refusé, soit par la mineure, soit par les représentants ou les représentants légaux ou les parents. Donc ça, c'est précisé dans l'article 6 du fameux arrêté. Si on a constaté l'absence ou la présence de mutilation sexuelle, si le certificat a été remis aux parents ou aux représentants légaux, et donc que ce certificat, c'est précisé dessus, est à transmettre dans les 15 jours. L'article 5 de l'arrêté précise que le consentement de la mineure à l'examen doit être recherché. Donc on ne lui tombe pas dessus comme ça en lui disant viens par ici, on va te faire un examen. On lui explique ce qui va se passer, qu'on va réaliser un examen génito-anal à la recherche de blessures, etc. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on fasse cet examen? Donc là, on recherche son consentement et bien évidemment, la mineure peut accepter ou refuser cet examen, auquel cas, si elle refuse, on le précise sur le certificat. Alors, les modalités de signalement au procureur. Dans quel cas est-ce que nous sommes tenus de faire un signalement au procureur? En cas de constat de mutilation sexuelle, donc c'est précisé à l'article 6, paragraphe 3 de l'arrêté. Dans ce cas, on adressera au procureur le certificat original
et la copie du certificat sera remise aux parents. Donc c'est le cas où nous, médecins, devons effectuer le signalement au procureur. Les autres motifs, donc refus de l'examen, non-transmission du certificat dans les délais, absence de réalisation de l'examen, seront signalés par l'OFPRA. Donc, Madame Pegliasco, vous parlez du suivi de la mineure dans le cadre de la protection accordée. Donc, l'arrêté précise que ce suivi doit être fait. Et après le certificat initial, donc un nouveau certificat de constat d'absence de mutilation sexuelle devrait être fait tous les 3 ans. C'est mentionné dans l'article 2 de l'arrêté. Alors, voilà, je suis désolée, je vous ai mis les annexes. Donc, théoriquement, c'est voilà, c'est pas très très beau pour ceux qui ont eu le texte en original. Donc, la partie en haut, c'est le modèle type de certificat médical. Et en bas, je suis désolée, on ne voit vraiment pas très bien, c'est l'annexe 2 et c'est le modèle type de l'attestation de présentation. Voilà, donc comme ça, après, chaque UMJ se sert de ces modèles types. Donc, je vous avais mis les nôtres. Hein. Donc, ça, c'était le certificat médical qu'on a fait à l'UMJ de Pontoise-Gonesse à partir du modèle type. Et puis ça, c'est notre attestation de présence. Donc, nous, on renvoie à l'OFPRA quand on a vu la mineure pour attester de la réalisation de la consultation. Je suis désolée, ça passe pas très très bien. Alors, les points positifs de cet arrêté, pour l'instant, on a vu 2 mineurs dans ce cadre-là à l'unité médico-judiciaire. Donc c'est l'uniformité, l'homogénéisation des certificats. Il est sûr que dans ce cadre-là, avec des modèles types, avec une pratique en UMJ, on aura certainement une meilleure uniformité des certificats par rapport à ce qui était produit avant, et ça permettra probablement une lecture plus facile par rapport à la production antérieure. Il y aura des centres de référence par rapport à la réalisation des certificats qui seront identifiés. Donc, il y aura une identification des interlocuteurs, une fluidité d'interaction qui permettra peut-être de faciliter la communication. Une fois que le système sera mis en place, ce sera certainement plus facile. La formation d'une expertise médicale par rapport à la prise en charge de ces certificats et à la réalisation de ces examens. Une formation et une expérience des médecins légistes. Alors, il faut savoir que le corps médical, par rapport à la formation, pour beaucoup de médecins, la formation, c'est quelque chose qui se fait de façon permanente et récurrente. Les médecins, ils n'ont jamais fini de se former. Donc, former les médecins légistes par rapport à l'excision, c'est quelque chose qui va certainement se faire. On a déjà commencé. Donc, pourquoi pas? C'est pas impossible et c'est pas inéluctable. Donc moi, personnellement, à notre unité médico-judiciaire, on a eu une réduction des effectifs récente, mais sur 7 médecins, on était 2 à être très bien formés parce que c'était notre volonté personnelle. On a commencé à former les autres et sur les 5 autres, il y en a 4 très certainement qui n'avaient jamais vu une excision. Donc on a commencé à les former et c'est pas impossible. Et ils ont la volonté de se former, donc ça va se faire progressivement. Et je pense que d'ici 1 an à 2 ans, ils auront... Oui, je suis optimiste. Bon, alors un petit peu plus. Mais c'est pas impossible. Après, on peut pas être certain que sur toutes les UMJ, tout le monde aura forcément la volonté de se former sur les excisions. Mais il y a des bonnes volontés partout et peut-être un petit peu moins de mauvaise volonté. Ça, c'est pour les points positifs.
Les questionnements. L'expertise médicale, il y a le bon côté, il y a le moins bon côté. Il y avait une autre expertise médicale qui existait en dehors de la médecine légale. Il y avait des gynécologues, obstétriciens, des généralistes qui étaient des experts sur l'excision. Il y en a 2 au moins qui sont là aujourd'hui. Il y a le docteur Atem Gansner, il y a le docteur Abramovic qui est dans la salle. Il y en a peut-être d'autres qui sont là, qui étaient des très bons experts sur la question et qui sont exclus du circuit. Donc c'est dommage parce que voilà, on a choisi, et Madame Pegliasco nous a expliqué pourquoi ce sont les UMJ qui ont été retenus et pourquoi les médecins légistes, mais c'est dommage d'avoir exclu du circuit des personnes expertes qui pouvaient réaliser de très bons certificats sur ce domaine. L'importance de la file active. On est incapable au jour d'aujourd'hui pour les UMJ de pouvoir évaluer quelle va être l'importance des personnes qu'on va recevoir sur nos UMJ. Je vous dis, pour l'instant, on a eu 2 personnes depuis le mois de septembre sur l'UMJ de Gonesse, 0 sur l'UMJ de Pontoise. Qu'est-ce que ça va être pour les mois à venir ? Est-ce que ça va être du même ordre? Est-ce que tout d'un coup on va recevoir 50 personnes sur l'année? Est-ce que ça va être 100? On ne sait pas du tout. Donc on est incapable de pouvoir évaluer le surajout de gestion sur la gestion des actes qu'on gère sur l'UMJ. Et puis, j'ai mis surajout de gestion sur les situations multiviolences, c'est-à-dire que on se dit qu'on a peut-être, c'est quasiment fini, des cas où on va avoir des jeunes filles ou des petites filles qui auront non seulement été victimes d'excision, mais peut-être d'actes de torture, d'autres types de violences. Et donc, on n'aura pas seulement à gérer un examen pour constater une excision, mais aussi tout le reste de la situation. Et donc, ça ne prendra pas un quart d'heure, ça va nous prendre 3 quarts d'heure. Donc ça, on est incapable de l'évaluer. Donc, les modalités de financement, je vous en parlais, il n'y a pas de réquisition, donc on ne sait pas exactement comment ça va se passer. On ne sait pas exactement si on a un interlocuteur dédié à l'OFPRA sur ces situations, donc on ne sait pas non plus comment vont se passer les modalités d'interaction. Et bien sûr, la situation des victimes majeures, donc qui reste sur les certificats tout venant. Donc ça va être compliqué. Là, pour revenir sur la question qui était posée de savoir quand il y a une mère qui se présente avec son enfant à l'unité médico-judiciaire, qui a besoin d'un certificat pour elle, nous, on ne pourra pas la prendre en charge puisqu'on n'aura pas de réquisition pour la mère. Ça ne sera pas possible pour nous de faire un certificat pour la maman. Donc ça veut dire que la maman, elle doit se présenter à l'unité médico-judiciaire pour son enfant et qu'effectivement, elle devra se présenter ailleurs pour un certificat pour elle. Donc ça multiplie les consultations, ça multiplie les visites. S'il doit y avoir un déplacement sur un autre département, c'est vrai que c'est compliqué pour la prise en charge. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Trincart, pour cette intervention. J'ai cru comprendre, de la part de l'intervention précédente de Madame Pegliasco, que l'OFPRA est prêt à financer également le... Non, je me trompe. Non, bon, je me suis trompée alors. Non, c'est pas ça. J'ai mal interprété. En fait, tout notre but, c'est de faciliter en fait, l'exercice de cette procédure. Simplement, si je fais une petite moue, c'est parce que tout ça est en discussion et qu'évidemment, je ne peux pas m'avancer sur quoi que ce soit. On est plusieurs interlocuteurs en réalité. Donc bon, j'ai rien dit. Merci beaucoup. On va passer à la session de questions pour le docteur Judith Trincart. Et donc, je vous invite à profiter de sa présence
pour poser des questions qui vous intéressent. S'il vous plaît, toute personne qui pose une question ou fait une intervention, de se lever, s'il vous plaît. Bonjour. Donc, je suis le docteur Bachelier-Fabaron et je ne comprends pas bien. Donc, il va y avoir des bons certificats, ceux qui sont faits par des gens formés, pas formés, mais qu'on va peut-être un jour former. Et puis, des mauvais certificats faits par nous pour les femmes majeures. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux d'imaginer former les médecins qui souhaitaient être formés sur cette thématique, qui est quand même une thématique particulièrement délicate ? Alors, comme je vous ai dit, je vous présente l'arrêté du 23 août 2017. Je n'ai pas fait l'arrêté du 23 août 2017. Je vous ai expliqué la disparité des certificats qui préexistaient auparavant. Je vous ai dit qu'il y avait du meilleur au pire. Donc les certificats qu'il y avait avant, il y en avait des très bons, donc, dont les vôtres. Et au sein du système des UMJ, il y a aussi du meilleur au pire. Hein. Il y a des médecins qui sont formés, d'autres qui ne sont pas formés. Alors, on va former ceux qui ne sont pas formés. Donc, il y en a qui vont s'améliorer. Donc, on espère atteindre un bon taux de performance pour que ça soit bon. Ça n'empêchera pas que ceux qui restent à l'extérieur et qui étaient bons, ils vont rester bons. Et que pour les femmes majeures, elles continueront à bénéficier des bons. Donc moi, je n'ai pas réformé le système. Comme je vous ai dit, je regrette qu'effectivement, il y ait des médecins d'expertise qui n'aient pas été intégrés dans la réforme du 23 août 2017. Hein. Ça aurait été intéressant. Voilà, voilà, les UMJ ont été sélectionnés comme système de référence. Madame Pegliasco nous dit que c'est parce qu'il y avait un bon travail qui était fait avec les UMJ de l'Hôtel-Dieu et que les médecins légistes ont été... voilà. Comment ? Bien sûr, mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Il n'y en a pas partout des UMJ et si vous regardez l'annexe 3 et que vous voyez que les dom-toms, ils sont obligés de venir aux urgences de l'Hôtel-Dieu s'ils veulent pas aller en pédiatrie ou en gynécologie, ça va être dur de payer le voyage. Hein. Mais oui, mais bien sûr, Je me présente, je suis le docteur Madzou, je suis au CHU d'Angers. J'ai un UMJ dans l'hôpital là où je travaille. Bravo. Oui, mais le problème c'est qu'eux, ils ne font pas les certificats. C'est moi qui les fais. Moi, je suis gynécologue. On travaille en collaboration. Oui. Et eux, ils ne sont pas capables de les faire. Oui. Donc, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, il faut les former. Là, le travail intéressant à faire, ce serait que vous formiez vos collègues médecins légistes. Hein. Pour l'instant... Mais ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Ouais. Oui, alors le problème, est-ce que vous avez pu parler, est-ce que déjà ils sont informés, eux, de l'arrêté du 23 août 2017? Je crois pas. Alors, parce que comme ça ne les concerne pas... Alors il faudrait que vous puissiez parler avec eux de ça, que vous les informiez et que vous leur parliez de l'existence de cet arrêté et que vous leur proposiez une formation par rapport à ça. Parce qu'en fait, on travaille ensemble, on travaille ensemble dans les agressions sexuelles, oui, parce que oui, les agressions sexuelles sont examinées dans le service de gynéco. Oui. Donc il y a un médecin légiste, un gynécologue ensemble, donc on oui, travaille. Et dans les certificats de non-excision, ils ont confié ça aux gynécologues, oui, et dans lesquels eux, ils ne sont pas habilités, ils ne savent pas, et voilà. Oui. Donc même quand ils ont un problème d'excision, ils sont obligés d'appeler un gynécologue pour venir vérifier si c'est vraiment une excision ou pas. Oui, bah, je comprends bien. Voilà. Le problème, là, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que ce n'est pas une option qu'on leur propose, c'est une obligation. C'est une obligation, ils vont être obligés de le faire. Donc, il faudrait que vous puissiez en parler avec eux, que vous les informiez en leur présentant l'arrêté, en leur disant, bah voilà, maintenant, il y a ça qui est sorti, et vous leur proposez un staff gynéco-UMJ,
en leur parlant de ça et en leur disant voilà, nous on vous propose une formation sur ça, quoi. Après, libre à eux, ils peuvent faire la mauvaise tête et vous dire ça nous intéresse pas, mais c'est pas en option, quoi. C'est bien, ça me fera moins du boulot. Bonjour. Je suis éducatrice dans un CADA à Limoges où on a la chance nous aussi d'avoir une UMJ. On faisait déjà faire des certificats médico-légaux pour des personnes victimes de violences, pas forcément sexuelles ou de mutilations sexuelles. Or, comme ce que vous veniez d'expliquer, docteur, ce n'est pas remboursé par la CMU. Donc, jusqu'à présent, c'était le CADA qui prenait en charge le financement de ces certificats médicaux. Vous dites, madame, j'ai perdu votre nom à l'OFPRA, je suis désolée. Pegliasco, pardon. Que ce sera pris en charge par l'OFPRA, c'est très bien, mais juste comment concrètement ça va se passer, parce que j'imagine déjà la tête des secrétaires médicales quand on va arriver, leur dire ce sera pris en charge par l'OFPRA. Et est-ce qu'on peut avoir un contact à l'OFPRA pour gérer avec eux, parce que alors après ça va peut-être se mettre en route, mais au début j'imagine déjà les complications administratives pour nous par la suite. Là en fait, là pour l'instant vous n'avez pas à gérer ça parce que les gens ils vont recevoir le courrier d'OFPRA avec la liste des endroits où ils peuvent prendre le rendez-vous pour faire l'examen. Ils prennent le rendez-vous, ils viennent chez nous et après c'est à nous de nous débrouiller avec l'OFPRA. Donc si on n'est pas payé, c'est tant pis pour nous, mais les gens ils ont rien à payer en fait. Ils se présentent chez nous et c'est gratuit. D'accord, donc juste après, avec le courrier, on explique que c'est à eux de se débrouiller tout seuls. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Oui, mais votre question, me semble-t-il, était plus large que ça, puisque vous disiez que ce certificat médical débordait non pas n'était pas restreint à la seule question du constat de l'excision ou de la mutilation, mais qu'il y avait aussi d'autres violences et que ces violences-là faisaient l'objet d'un certificat médico-légal étendu. Et donc ça, l'OFPRA n'a pas prévu de le financer, sauf si on me dit le contraire, mais c'est pas dans le texte. C'est une interprétation extensive de ce qui est proposé. L'OFPRA ne finance que la consultation dans le but de constater la mutilation ou l'absence de mutilation. Le reste dans un régime de certification médicale classique où il est important effectivement de décrire tous les symptômes physiques et de le mettre en lien de causalité avec le récit, évidemment. Mais ça fait pas partie des dispositions de l'arrêté du 23 août 2017. Bonjour, Florence Sarto tout le monde, je suis gynécologue et depuis 14 ans j'ai participé à la création de plusieurs des unités de reconstruction de Paris. Je suis vice-présidente du GAMS et depuis aussi 14 ans j'ai participé à d'innombrables formations. Je trouve que là il y a un gâchis d'énergie et de compétences qui est absolument sidérant. C'est-à-dire qu'on a sur Paris des quantités de praticiens qui se sont formés, qui ont été formés à la fois par Foldes et puis tous ceux qui ont pris la suite de Foldes pour la réparation, mais qui du coup se sont formés aussi à l'examen, au suivi, à l'accompagnement de ces femmes-là, c'est-à-dire pas juste à l'acte technique de faire un certificat, mais à l'acte de longue durée qui est de les accompagner, qui est de les aider, qui est de les comprendre. On a des dizaines de praticiens sur Paris qui sont actuellement parfaitement performants, dont on peut tout à fait valider les compétences parce qu'ils travaillent au sein d'unités de reconstruction pluridisciplinaires depuis des années maintenant. Et tous ces gens-là se trouvent mis sur la touche directement au profit de, sur Paris, 2 unités médico-judiciaires en tout et pour tout, où les praticiens ne sont pas encore formés, avec donc très très peu de gens formés, qu'il va falloir former. Je ne peux pas comprendre ce système-là, vraiment. Alors... Je voudrais juste ajouter une petite chose, une petite précision quand même, juste recentrer un petit peu ce niveau dispositif. Les UMJ sont compétentes d'abord et avant tout pour les petites filles
Et dans l'immense majorité des cas, en réalité, quand le parent demande la protection, la petite fille n'a pas subi de mutilation sexuelle féminine. Ça ne remet absolument pas du tout en cause pour moi toute la pratique des autres médecins qui suivent médicalement les personnes qui ont subi une mutilation sexuelle féminine. On est vraiment sur un aspect quand même très précis et très circonscrit, en fait, de votre travail. Excusez-moi, mais c'est ce que je voulais dire. Je crois qu'on se trompe de débat. Vous êtes là sur le certificat de non-excision d'une mineure. Donc pour les UMJ, il suffit de savoir examiner la vulve d'une enfant et non pas d'être spécialiste de l'excision, parce que je pense que nous, en tant que médecins de protection de l'enfance aussi, on est tout à fait compétents à signaler une excision lorsqu'on examine un enfant, puisque c'est pas dans une démarche de demande d'asile à l'OFPRA. Je crois qu'il y a une confusion là dans le débat depuis le début. On parle de certificat d'une mineure non excisée qui lui permet d'être protégée et non pas de spécialistes de femmes adultes excisées qui continueront d'être accompagnées par les spécialistes de l'excision. Donc en fait, pour les UMJ, il suffit au départ, c'est de savoir reconnaître une vulve d'enfant non excisée, de mineur non excisé. Après, quand il y aura un suivi dans 3 ans, pour que vous devrez continuer à vous assurer qu'elles n'ont pas été excisées, effectivement, vous serez peut-être dans ces cas-là confronté à des jeunes filles excisées ou à des mineurs excisés. Mais pour l'instant, la loi, c'est certificat de non-excision pour pouvoir faire une demande d'asile au titre de la protection en cas de risque d'excision. Là, je trouve qu'il y a une mineur, c'est tout ce qui est en dessous de 18 ans. Oui. Non, mais on parle des mineurs non excisés. Oui. Ce projet de loi, il est pour l'obtention par l'OFPRA de protection au titre de la non-excision pour quelqu'un qui serait en risque d'être excisé. Oui. Donc en fait, on vous adressera les personnes a priori non excisées. Oui, ça peut être 5 ans, ça peut être 8 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 12 ans, ça peut être 14 ans. Ça, c'est la mineure jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc il faut qu'on sache examiner une petite fille, une jeune fille, c'est jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc c'est pas que la petite fille. Oui, si elle est excisée, il faut quand même qu'on sache le reconnaître. Oui, donc il faut qu'on connaisse les excisions. Voilà. On va terminer par la dernière question et on passera ensuite à l'intervenant suivant. Donc 2, allez 2, Maxi. Oui, bonjour, je suis Mademoiselle Vacari, intervenante sociale en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Tout à l'heure, Madame Trincard, vous avez dit les médecins légistes n'auront pas le choix. Suite à la réponse du gynécologue d'Angers. Sauf que du coup, moi, je m'interroge parce qu'on a une UMJ, donc je travaille à Creil, dans l'Oise. Et déjà, c'est moi qui les ai informés de ce décret. Ils étaient pas de cet arrêté, pardon. Ils n'étaient absolument pas au courant. Hein. Et depuis le mois d'août, je les ai relancés à plusieurs reprises sur ce sujet. Et bien sûr, moi, la réponse qui m'a été faite, c'est « je vais consulter mes collègues et nous décidons ». Donc, à aucun moment donné, la décision a été prise pour l'instant. Et en plus, il faut qu'elle soit collégiale. Et donc, c'est vrai que quand vous dites ils n'ont pas le choix, bah, apparemment, si, ils ont le choix. Et du coup, je m'interrogeais de savoir si l'OFPRA avait notamment envoyé à chaque service d'unité de médecine légiste de France des courriers les informant de cet arrêté et voilà. Non, on n'a rien reçu. On n'a rien reçu, notre parquet n'a rien reçu non plus. Donc moi j'ai été informée par maître Judith Coronel-Kissous à la fin du mois d'août, mais nous n'avons reçu aucun courrier officiel et notre magistrature n'a reçu aucun courrier officiel. Une dernière et ultime question. Juste pour... Non, mais on va devoir... Il y a une autre intervention derrière du docteur. Juste pour répondre aux médecins de PMI sur le fait que ce soit des petites filles non excisées et juste regarder une vulve de petite fille non excisée. D'abord, je pense que c'est pas si simple que ça. Et ensuite, il faut un certificat de la mère, pour la mère, qui marche aussi. Donc ça veut dire qu'il y a un rendez-vous pour la petite fille, un rendez-vous ailleurs pour la mère. On simplifie encore, et comme d'habitude, le parcours de ces femmes. Je trouve, c'est un peu ça la question, quoi. Bon, on va clôturer sur cette question puisque de toute façon le docteur Atem Ganzer va prendre le relais sur l'intervention suivante et justement on va continuer sur ce thème puisqu'elle va nous parler de la pratique des certificats médicaux en dehors des UMJ et par des établissements qui sont spécialisés voire ultra spécialisés sur la question de l'excision.